mon collaborateur, mon frère, mon tout, et Geoffrey Logovi. Et puis moi-même, je suis Wachio Bouraima et je suis développeur web. Et puis je suis Alpha MLSA, donc Microsoft Learn Student Ambassador. Et je suis aussi étudiant en génie logiciel, donc j'apprends toujours. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Geoffrey de se présenter. Donc, je ne vais pas dire tout sur lui. Donc, lui-même, il se présente et on continue. Merci. Geoffrey, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Je vous rejoins depuis mon palais. Et du coup, moi, c'est Geoffrey Logovi, sysadmin de formation et puis développeur. Du coup, je suis Microsoft Linux Student Ambassador Beta Level. Euh, J'apprends de vous et on s'aide mutuellement, quoi. Merci, je serai enchanté bien de vous présenter ce qu'on aura à faire aujourd'hui sur le cloud computing, ce que c'est que le cloud computing, euh, comment est-ce que ça peut vous aider et maintenant la tendance qui est en vogue, c'est l'IA, mais il y a le cloud computing qui est derrière l'IA là directement. Ils sont liés les deux. Et du coup, on va parler un peu et connaître, genre, c'est quoi le cloud computing et comment est-ce que vous pouvez aussi développer vos websites de portfolio très rapidement en tant qu'étudiant, en tant que junior, en tant que, pourquoi pas, un commercial pour pouvoir showcase vos activités en ligne sans se gêner, sans aller acheter un serveur, tout cela. Donc, voilà un peu pour moi et enchanté. Merci de faire partie de cet événement ce soir. OK, Geoffrey, merci beaucoup. Merci pour ta présentation et merci pour cette brillante introduction. Je ne vais pas prendre la parole chez toi. Je vais te donner la parole pour que tu puisses introduire c'est quoi MLSA pour c'est quoi Microsoft Learn Student Ambassador pour ceux qui le découvrent pour la première fois ou bien ceux qui ont déjà entendu parler et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, Geoffrey, tu as l'honneur de nous expliquer c'est quoi MLSA. OK. MLSA qui veut dire Microsoft Learn Student Ambassador, qui est une communauté de jeunes étudiants. Bon, quand je parle de jeunes étudiants, ça fait, comment ça s'appelle, tautologie. Et du coup, d'étudiants, peu importe la catégorie, peu importe le background, peu importe la localisation, euh, vous pouvez être quelque part au fin fond, il suffit juste que vous ayez la connexion et puis un ordinateur ou un téléphone pour pouvoir intégrer Microsoft Learn Student Ambassador. Il suffit donc d'avoir de l'Internet et être inscrit dans une institution donnée. Une institution, ça peut être en ligne ou en présentiel. Et l'institution peut être dans votre pays ou à l'extérieur. Donc, Microsoft Learn Student Ambassador, du coup, c'est cette communauté-là qui vous permet de vous entraider entre vous, d'apprendre des choses qui sont relatives à vos domaines ou bien les domaines que vous aspirez. Et puis, d'avoir des ressources que, franchement, si vous n'êtes pas dans le programme, vous ne pouvez pas avoir. C'est-à-dire que quand tu es étudiant quelque part, ou bien tu fais un parcours donné quand tu n'as pas de ressources ou bien tu n'as pas de carte de crédit, surtout dans nos situations en Afrique subsaharienne là, quand tu n'as pas de carte de crédit ou bien tu n'as pas les moyens digitaux pour faire des paiements en ligne, tu ne pourras pas accéder à Coursera payant, Udemy payant, et LinkedIn Learning payant ou bien d'autres ressources pour pouvoir apprendre, à savoir une clé d'activation Office 365 ou bien Power BI Premium ou encore LinkedIn Premium, des choses vraiment qui vous permettent d'avancer, des ressources, des cours qui sont disponibles, qui sont à votre disposition. Du coup, c'est cette communauté-là qui vous permet de vous entraîner, d'apprendre
de communiquer avec d'autres étudiants à l'extérieur de votre pays et de collaborer entre vous pour pouvoir go together. C'est pour ça qu'il y a une définition de Salabi et Force for Good, c'est-à-dire c'est social et vous apprenez de vous, vous participez aux événements, aux hackathons et tout ça. Donc voilà un peu Student Ambassador de Microsoft. Il y a beaucoup d'avantages que je ne pourrais pas citer finir. Et j'espère que au fur et à mesure, vous pouvez intégrer le groupe et comme ça, vous allez poser toutes vos questions et nous ferons une joie de vous répondre. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette présentation de MLSA. Je rappelle qu'on a eu à faire certains événements, à savoir comment devenir MLSA, et on va le refaire encore. À la fin, vous aurez des ressources pour savoir comment devenir exactement MLSA et puis apprendre beaucoup de MLSA. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer notre thème proprement dit. OK. D'abord, pour cette présentation, il y a certains prérequis. Donc, d'abord, vous devez être familiarisé avec le développement web, avoir quelques connaissances en HTML, CSS. Donc, ce premier point, si vous n'êtes pas dans le domaine du développement web, ne vous inquiétez pas. Ce premier point, c'est juste pour l'autre étape, quand on va vouloir déployer une application, juste pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et pour le deuxième point, vous devez savoir c'est quoi Git. Et puis avoir un compte GitHub, puis Visual Studio. Et pour ceux qui ne savent pas, Visual Studio, c'est un éditeur de code. Donc, c'est comme Word. Word qui permet de saisir les textes. Donc, lui, c'est la version Word du code, quoi. Genre, là-bas, on saisit les codes. On écrit le code là-bas. Donc, c'est banal. Genre, la définition, l'explication est banale, mais ça en vaut la peine. OK. Voici le plan que nous allons suivre à travers la présentation. Donc, d'abord, une introduction, et naturellement, comme toute présentation. Et on ne peut pas commencer à parler d'Azure sans commencer à parler de qu'est-ce que c'est que le cloud computing. Ensuite, pourquoi c'est utile, pourquoi le cloud. Ensuite, maintenant, on tombe sur le thème proprement dit. Et on verra les services qu'Azure nous offre, les différentes offres, c'est-à-dire les plans qu'on peut avoir, genre les offres qu'on peut avoir dans Azure. Et puis, je vous montre un portail d'Azure, le site Azure quand tu es dedans, puis les trucs. Ensuite, après ça, il y aura Geoffrey qui va faire sa présentation. Vous l'aurez remarqué sur le thème Azure Web Static, Microsoft Azure et Azure Web Static. Donc, Geoffrey nous aidera avec cette partie et puis il nous montrera, il va déployer une application. J'ai un petit site complètement sur Azure, puis vous verrez. Donc, après, il y aura les réponses, les questions-réponses et éventuellement un quiz. Et on se sépare on se donne rendez-vous pour pour les prochains workshops. Ok, merci. Alors, l'introduction. Alors, c'est quoi le cloud computing? Le cloud computing, aujourd'hui, nous tous, on a besoin des services informatiques. On a besoin d'avoir notre site en ligne. On a besoin d'avoir notre site disponible pour tout le monde. Donc, et le problème est que, on voit que, genre, le problème est que les serveurs sont chers. Les serveurs, d'abord, ils consomment l'électricité et tu dois alimenter ça, tu dois entretenir tout ça, là. Genre, ça consomme énormément de ressources. Donc, le concept de cloud computing est venu pour pallier à ce problème. Donc, il achète un data center quelque part où il met les serveurs là-bas. Toi, tu viens juste, tu achètes ce que tu consommes, tu achètes une partie pour héberger ton site. Et là, quand tu héberges ton site, ça peut être ton site, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu veux que ça soit en ligne, que ça soit disponible et visible pour tout le monde. Donc, tu achètes juste une partie. C'est comme tu achètes une parcelle et tu héberges ça là-bas. Donc, c'est comme tu loues. C'est le terme approprié. Tu loues une partie sur Internet, puis tu payes ce que tu consommes. Donc, quand ça finit, tu renouvelles. Donc, c'est un peu ça le terme du cloud. Maintenant, pourquoi le cloud? Donc, j'avais donné un peu
j'avais déjà introduit dans la définition du cloud que déjà les importances que, genre, les bénéfices que le cloud peut nous offrir. D'abord, il faut savoir que le cloud, genre, ça évolue, il est flexible et puis l'accès est amélioré. Donc, au fil du temps, quand les choses avancent, il y a des améliorations qui s'ajoutent dedans. Le coût aussi est réduit. Le coût, j'ai pas de l'électricité et la maintenance qui est chère. Et puis, des fois même, il y a des pannes que quelqu'un doit venir et maintenir. À tout moment, tu dois avoir beaucoup d'attention sur ça. Or, ton but, c'est d'avoir ton site en ligne. Donc, c'est, il y a plusieurs avantages du cloud. Donc, au fil du temps, on aura à les découvrir, surtout avec Azure Web, Microsoft Azure. Donc, il faut retenir aussi que plusieurs entreprises aussi tournent vers le cloud. Donc, ils tournent vers le cloud pour éviter les histoires d'électricité, comme je l'ai déjà mentionné, électricité et maintenance, et j'en passe. Maintenant, c'est quoi Azure exactement? Azure, c'est un service, c'est un service de Microsoft. Donc, c'est un service de Microsoft, le cloud computing de Microsoft. Donc, Microsoft a créé le cloud et il a créé le Azure pour prester les services, pour prester les services à ceux qui veulent utiliser le cloud. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est comme pour ceux qui sont familiarisés avec certains outils de cloud, il y a le AWS. Donc, ça, c'est c'est pour Microsoft. Azure, c'est pour Microsoft. Et lui, il offre encore plus d'avantages et plus de flexibilité que d'autres. Et surtout avec les étudiants aussi, il permet aux étudiants d'utiliser vraiment Azure pour apprendre et pour aller vite. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui s'ajoutent dessus ça au jour le jour. Donc, voici quelques statistiques, quelques chiffres qui montrent à peu près. On peut voir ici que au moins on a plus d'un million de bases de données SQL qui sont hébergées sur Azure. Et puis, il y a plus d'un demi-million, 1,5 million de développeurs qui se sont inscrits sur Azure avec Azure Web Static. Et puis, chaque semaine, il y a au moins 13 billions d'authentifications. 13 billions d'authentifications. Donc, avec ces chiffres, on voit que Azure elle est plus utilisée. Elle est beaucoup utilisée, surtout dans les communautés anglophones. Donc, je me rappelle que moi, avant que je ne rejoigne la communauté MLSA, si je dis que je connaissais Azure, c'est un peu mentir. Donc, je ne connaissais pas ça. Et depuis quand je l'ai connu, j'ai vu que c'était waouh. Surtout le fait que ça peut être lié avec les environnements de développement comme VS Code. Tu peux le lier avec ton GitHub sans pour autant quitter le GitHub. Tu peux en même temps balancer les choses rapidement sur ton Azure sans problème, sans te gêner. Tu peux aussi rester dans ton VS Code et puis le communiquer rapidement. Donc, et je vois que plusieurs personnes aussi l'utilisent. Et c'est la meilleure moyen aussi si tu veux apprendre vraiment le cloud. En tout cas, moi, je recommande ça à ceux qui veulent vraiment se lancer dans le cloud DevOps et puis compagnie et d'aller là-bas et ils auront leur pas, quoi. Maintenant, les services qu'offre Azure. Donc, Azure offre plusieurs services, comme je le disais tantôt, comme en commençant par les hébergements du site, hébergement de sites web. Et ça prend en charge plusieurs langages. Donc, c'est-à-dire, c'est pas seulement les langages Microsoft seulement que ça prend en charge. Ça prend Node.js, PHP, Ruby, et .NET, Java, Python. Et aussi, il faut noter aussi qu'Azure, il y a Azure côté intelligence artificielle. Donc, que tu sois dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, dans le data analyst, dans le data analysm, que tu sois aussi dans l'intelligence, l'Internet des objets, le IoT, ou bien dans le système embarqué, tu auras ta part chez Azure, dans Azure, quoi.
Donc, voici genre une image qui résume à peu près, qui résume un peu les services que tu peux trouver sur Azure. Donc, on a pour les développeurs, services pour les développeurs ici. Première ligne, donc on a VS Code et on a on a les services et puis tu peux héberger les bases de données MongoDB. Ça prend en charge MongoDB, AppDynamic, SendGrid et il y a plusieurs. Donc, j'ai juste mis quelques-uns ici. Et si ce que je disais aussi, si tu es dans l'analyse des données ou dans l'intelligence, et des choses dans l'Internet des données et l'Internet des objets, IoT, of Things, donc sur ta part aussi, donc dans le développement et dans le mobile, développement web et mobile. Donc, il y a App Service que nous allons faire. On va introduire le développement web ici. Donc, on va l'introduire avec notre web statique. Donc, on va avoir la chance de toucher ces points. Maintenant, si tu es aussi dans les systèmes, donc dans les systèmes, imagine, tu développes un site, genre tu fais, non, je prends une application, donc tu développes une application desktop, donc ton application, tu as besoin de le tester sur un site, et donc, tu le tester sur une machine pour t'assurer vraiment que l'application marche bien. Donc, pour le tester, souvent tu peux aller utiliser une machine et puis ton application va crasher la machine. Donc, Azure aussi peut t'offrir des machines virtuelles où tu peux aller tester ces applications, les installer, puis l'exécuter au calme, sans problème. S'il y a un problème, genre, tu l'exécutes dans le serveur, donc c'est qui prend en charge s'il y a un problème, tout ça là. Donc tu payes juste ce que tu veux consommer et puis ça passe. Un peu comme si je peux faire l'analogie pour que les gens puissent comprendre. Ceux qui connaissent Docker, ils comprendront un peu ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, ici aussi, les sauvegardes des données, c'est-à-dire les bases des données. Donc ici, il y a SQL. Donc, vous allez remarquer, désolé, vous allez remarquer que j'aime beaucoup parler d'SQL. C'est parce que je l'utilise beaucoup. Donc, c'est pour cela que j'aime parler de lui. Il y a aussi les fichiers Excel, tout ça là. Donc, les fichiers Excel. Donc, vous pouvez les héberger là-bas, les documents DB, etc., etc. Il y a beaucoup. On aura à apprendre. Maintenant, les différentes offres Azure. Donc, il y a les offres gratuites. Donc, j'ai mis ça ici. Le lien là, c'est l'offre pour les étudiants. Donc, quand tu es étudiant, tu prends ce lien. Donc, je vais envoyer ça dans le chat tout à l'heure. Donc, avec ce lien, tu vas sur ça et tu t'inscris rapidement au calme. Donc, il y aura, pour le moment, le Togo n'est pas dedans, mais nous sommes en train de combattre fort pour qu'on ajoute le Togo dans la liste des pays pour pouvoir confirmer, genre là, la liste des pays qui utilisent Azure. Et puis, si tu es un professionnel, tu peux aussi utiliser ça. Donc, je reviens sur étudiant rapidement pour expliquer les offres qui sont dedans. Et si je vais sur le site, ça ne sera pas mieux. Quand tu es étudiant et que tu t'inscris pour le gratuit, Azure te donne, Microsoft te donne $100 pour toute l'année. Et puis, tu as accès à plus de 12 fonctionnalités d'Azure, Microsoft Azure, pour au moins un an. Et quand ça finit, tu peux renouveler, tu peux recréer le compte. Donc, quand on dit étudiant, souvent, ce sont les étudiants qui ont des liens, genre des mails d'école. Donc, il y a des écoles qui offrent des mails. Donc, du coup, c'est en fonction de ce truc-là. Oui, l'écran est partagé. Donc, non, je vais partager ça tout à l'heure. L'écran, c'est ça, je suis en train de partager ça. T'inquiète, merci. Donc, OK. J'étais en train de dire qu'il y a des écoles qui offrent des mails d'école qui ont l'extension de l'école vers la fin. Donc, c'était quelque chose. Avec ça seulement, c'est avec ça qu'ils arrivent à reconnaître si tu es étudiant ou pas. Maintenant, il peut arriver aussi que les écoles n'offrent pas de mail. Donc, il peut arriver que l'école n'offre pas de mail. Donc, c'est un peu ça l'avantage d'être. Genre, c'est un peu ça le privilège que nous aussi on a en étant MLSA. Donc, en étant Microsoft Ambassador, on peut aussi aller vers, si par exemple on veut organiser le workshop qu'on va faire bientôt, si par exemple on veut organiser qu'il y a des étudiants qui voudront participer, qui n'ont pas et que leur école n'offre pas de mail, on pourra demander
des codes, c'est-à-dire des bons pour eux. C'est un peu quelque chose comme ça. Donc, on pourra demander des bons pour qu'ils puissent activer ça et apprendre plus pour pouvoir l'utiliser après. Donc, c'est ça. Mais pour le moment, comme le Togo n'est pas aussi encore dans la liste, on doit d'abord amener le Togo avant de voir cette option-là. Donc là, je suis dans mon navigateur. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, vous pouvez faire signe si vous voyez mon écran. Donc, je tape Azure for Students. OK, merci. OK, Azure for Students. Donc, je lance. Donc, OK, OK. OK, là, j'ai cliqué le premier lien. Donc, lien sécurisé. Je vous enverrai ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc, quand vous arrivez sur le site pour les étudiants, on dit en même temps, il n'y a pas de carte de crédit, on ne demande pas de carte de crédit. Et aussi, voici les fonctionnalités comme vous, 12 mois de Azure Virtual Machine Linux pour les amoureux de Linux et qui ont Windows version... Non, pour les amoureux de Linux, vous pouvez juste aller sur Azure. On t'offre au moins une machine virtuelle pendant 12 mois gratuite et puis Azure SQL, donc système de base de données pour Azure. Donc, vous avez toutes ces fonctionnalités. Ce qui est bon, vous avez cette fonctionnalité à vie. Donc, quand vous êtes étudiant, vous avez ça à vie. Puis, ce qui est bon, il y a les cours aussi en bas. Genre, il y a les cours, vous pouvez suivre les cours. Et puis, vous exercez rapidement. Donc, start for free. Start for free. Pendant ce temps, je vais aller sur Azure pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire pour les professionnels. Azure pour les professionnels, là. Je tape juste azure.com. OK. Donc, pour les professionnels, je n'ai pas besoin de taper Azure for Students. Donc, par défaut, c'est ça qui est sur le site. Donc, ici, on offre $200 pour 30 jours. Eux, c'est 30 jours. Donc, pour les étudiants, c'est pour toute une année. Puis, il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent, même s'il n'est plus, même si les dollars là finissent. C'est-à-dire, les $100, il a épuisé ses $100. Quelque chose comme ça. Donc, on revient sur notre site. J'ai déjà un compte Azure, donc je ne peux pas. J'ai déjà un compte Azure. OK. Geoffrey on aura l'occasion de voir ça en deep avec Geoffrey. Geoffrey va nous montrer le script. Allô, Germain. 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 Donc, je repartage mon PowerPoint rapidement et je continue. Donc là, la suite, je devrais montrer mon environnement, genre le portail, c'est-à-dire l'environnement Azure quand vous avez le compte. Genre si vous créez votre compte, normalement, ce que vous allez rencontrer. J'aimerais, tu as quelque chose à dire? Ok, merci. Donc, je coupe son micro. Ok, je crois que c'est bon, j'ai éteint son micro. Donc, je crois qu'on a vu les deux sites. Donc, après, on aura un workshop spécial pour ça, pour tout comprendre, pour tout faire. Donc, maintenant, on va voir le portail Azure, c'est-à-dire le portail spécifique, l'environnement Azure, comment ça se présente, etc. Quand on s'inscrit normalement. Ok, je me déconnecte.
Azure Portal. Désolé, hein. Je suis dans un pays où la connexion est très rapide. OK, donc là, c'est mon compte Azure. Donc, quand vous arrivez sur ça, donc, ça, c'est l'historique des abonnements, c'est-à-dire dans 3 semaines passées, on a renouvelé mon abonnement. Ce n'est pas moi qui ai renouvelé, donc on a renouvelé mon abonnement. J'ai juste héberger un site, un petit site. Donc, vous pouvez voir ici les crédits qui me restent. Donc, il me reste 144,73 euros, donc à peu près $150. Donc, donc, vous pouvez voir ici, il y a les abonnements. Comme je le disais, quand vous arrivez sur ça, vous pouvez apprendre avec Microsoft Learn, qui dans ça, il y a tout un panoplie de cours, beaucoup, et avec des certifications en même temps. Vous pouvez avoir accès au terminal. On sait que les amoureux des terminaux, vous aurez votre part. Maintenant, ceux qui font du no-code aussi, vous avez pour vous. Donc, il y a Power App, Power Platform qui peut être lié à ça rapidement. Donc, je parlais de. Donc, ici aussi, vous avez l'histoire de les bases de données, stockage de données, etc. OK, je crois que j'ai trop parlé et merci de m'avoir écouté. Je vais vous envoyer les liens, tous les liens dans le chat. Et je laisse Geoffrey continuer avec Azure Web Static. Donc, j'arrête ma présentation. Là, tu peux continuer avec Azure Web Static avant que je ne revienne. Merci. Thank you, Fabrice. Ok. Merci beaucoup, Wachio. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'événement qui ont des questions à poser à Wachio en même temps. Je crois que ce serait bien. OK. Donc, vous pouvez me poser, attends, vous pouvez me poser vos questions en attendant que Geoffrey se prépare. OK, merci. Merci, USA. Désolé, je t'appelle USA. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez en attendant que Fabrice se prépare. Eh, désolé si j'appelle Fabrice. Geoffrey se prépare. Allô? Oui, allô, on te reçoit. Abdel Khalid. Abdel Khalid. Khalid. OK, c'est bon. Abdul Hafiz. C'est Khalid que je vois. OK, j'adore Khalid. Donc, c'est pour ça que je t'appelle Khalid. Désolé, donc tu peux aller. Il n'y a pas de souci. Merci OK, beaucoup merci. pour la présentation. Et Merci à ma toi question est aussi. la suivante. Quand on met en ligne une ressource avec un compte donné et qu'après le compte n'est plus actif, ok, est-ce que la ressource quand même elle est toujours disponible? OK, merci beaucoup. Hafid. Abdel Abdel Hafid. sait le faire aussi, hein. OK, moi je vais appeler toi. Abdel Hafid. OK, Ok, merci merci. beaucoup pour ta question. Merci beaucoup pour ta question. Donc, quand je commençais, j'avais dit que c'est comme ça pour le cloud computing. Dans le cloud computing, tu payes ce que tu utilises. Donc, Ok. ça veut dire que c'est comme un abonnement de façon. Quand tu achètes, quand ça finit, c'est que c'est fini, quoi. Ouais, un Oui, peu, non? oui. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, Donc, quand ça finit, allez-y, allez-y. il y a certains plans. La ressource peut être la ressource peut toujours être en ligne, mais il y a certaines fonctionnalités, par exemple les trucs de sécurité, tout ça, là, ils vont enlever ça. Donc, ça dépend des types, les types, genre le plan que tu as choisi. Il y a d'autres, même si tu ne payes plus, il y a certains au moins. Si tu ne payes plus, si par exemple ton abonnement finit, il coupe ça directement. Mais il y a d'autres qui te donnent au moins la possibilité de laisser ça en ligne, mais ils réduisent certaines offres, ils réduisent par exemple la sécurité et la visibilité, par exemple le SEO, SEO. Donc,
le Ouais. référencement. Donc, ils réduisent tout ça là. Et si tu veux partager ton site avec quelqu'un, la personne doit avoir le lien spécifique pour pouvoir trouver ça. OK. Donc, tu voulais parler, je te donne la parole encore. Non, c'est bon, c'est clair. OK. OK, merci beaucoup. Abdelhafid. Hello. OK, Charles. Oui, Charles, je t'écoute. Et si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, il peut ajouter facilement. Charles, Mawena, Jacqueline, Fabrice, Germain, USA, Charles Ndiaye, Charles. Ouais, Donc, parce qu'il y a ouais, des Charles. Donc, c'était juste pour apporter également OK. juste pour apporter sur ce que tu as déjà dit par rapport à Abdel. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qu'il entend par si le compte est inactif. Bon, parce que OK, merci. lorsque tu es à court de crédit, bon, avec Washi, on l'a vu que c'est renouvelé chaque fois. Mais si tu as un compte personnel et que tu n'as pas payé, finalement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont bloquer tes abonnements. Et sous un délai de 30 jours, il me semble bien, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, ils vont bloquer ça sous 30 jours. Donc, tu as la possibilité, après, de linker une carte de crédit pour pouvoir prolonger en fait, ton abonnement. Maintenant, après, si tu parles de inactif dans le sens où tu ne te connectes pas, non, chaque fois, enfin, il suffit que ton abonnement soit à jour et puis tout se passe bien, quoi. Juste pour apporter un plus par rapport à ça. OK, merci beaucoup, Charles Ndiaye. Je suis obligé Merci beaucoup. d'ajouter Ndiaye là. Donc, merci beaucoup, Mawena. Merci à vous. OK, merci. Et s'il y a une question encore, vous pouvez toujours poser, hein. Même si ça a trait à comment devenir MLSA aussi. Il y a les boss qui vont vous répondre. Charles est là, Mawena est là, je suis là, et Geoffrey est toujours là. Et on va vous répondre avec plaisir. Et il y aura aussi les coachs aussi. Si les gens ont besoin de coaching, de mentoring, donc nous sommes toujours là. OK. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Bon, juste quelques compléments avant de poursuivre sur le web statique et faire une démonstration vite fait. Je vais présenter mon écran. Là, c'est sur mon écran que je vais présenter. OK. J'arrête. OK, c'est bon, j'arrête mon écran. Je vous demanderai de confirmer si vous voyez mon écran. Oui, c'est clair. OK. Juste les apports sur ce que tu as déjà présenté. Le cloud computing, c'est quoi réellement? Il a déjà dit ça. Mais pour aller plus loin, pourquoi est-ce que le cloud computing existe? C'est parce qu'on a des serveurs à maintenir et à mettre à jour à chaque fois, à chaque temps. Et on doit les monitorer et faire des reports. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui viendra suivre les trucs là, le monitoring, faire des reporting, tout ça. Et il y aura des recrutements des cybersec là qui seront acharnés à jour sur les serveurs que vous avez mis en place. Il y aura donc, voilà, avant d'arriver à ce niveau, il faut acheter les serveurs. Il faut acheter tout cela, le hardware, les systèmes, les OS, si c'est Red Hat que vous allez utiliser, acheter le hardware, acheter le système operation là, operating system, le système d'exploitation. Et après, considérez que vous avez un site web et puis les trafics qui augmentent un beau jour. Vous n'avez pas su anticiper à cela avec vos serveurs que vous avez mis en place. Vous aurez des crashs et voilà que vous allez toucher à un point sensible, la disponibilité de votre application en ligne. Un point sensible pour la cybersécurité. Ceux qui sont en cybersécurité ou font du network system verront de quoi je parle.
Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas diver dedans. Et maintenant, faisons une petite comparaison avec le traditional cloud computing et le cloud computing simple. On a au niveau du traditional computing, le heavy upfront cost, c'est-à-dire que l'argent de maintenance, c'est ouf. Et au niveau du cloud computing simple, on a moins de gens, moins d'argent à dépenser au fait sur le temps, sur un temps donné. Également, on a ici on a manage, c'est-à-dire c'est vous qui allez faire tout, quoi. C'est vous qui allez faire tout. Or que quand vous avez ça, tout est sous contrôle avec le service qui gère ça. Et le service ne doit pas faire de conneries. Si Microsoft fait des conneries avec votre service, votre abonnement, bah, vous avez le droit de le traîner en justice ou bien, voilà, il a fait couler 1 minute d'indisponibilité. Bon, 1 minute, c'est le truc là. Il a fait genre 10 minutes. 10 minutes d'indisponibilité, ce qui s'est passé avec Twitter dernièrement en octobre ou novembre 2022. Et Twitter était dans la... S'il fait ça, bah, vous perdez grandement. Donc, vous pouvez le poursuivre. Donc, ce qui fait qu'ils sont toujours acharnés, très rapide. Il n'y aura pas de problème. Bon, on va poursuivre. Voilà 2 exemples qui vous ont... Il y a aussi la flexibilité, stabilité, la consistency, c'est-à-dire toujours là, genre, c'est toujours consistant. Bon, en France, consistant. Ensuite, les avantages du computing. On a le prix, la rapidité et puis le scalability, c'est-à-dire scalability là même en français facile, ça veut dire quand on dit un truc est scalable, c'est en français. Bon, les En termes en fait, ça n'a, français me viennent. je peux parler. En fait, ça n'a pas une taille limite. Donc, ça peut Euh, s'allonger. S'allonger, je peux dire un peu. Voilà, Ça peut s'allonger, scalable. quoi. Ça dit que scalability, c'est que c'est continuable. Ça dit que ça a une continuité et peu importe ce qui viendra s'ajouter, il n'y aura pas Ça de s'adapte. truc là. C'est conçu pour que ça puisse durer dans le temps et dans l'espace. Hein, c'est ainsi comme ça. Ah, le français. Merci, Wachio. Merci, je Et t'en on a prie. aussi la productivité et la performance et la reliability. Euh, Reliability, c'est la partie où tu fais aussi des backups régulièrement et tu continues tes travaux. C'est-à-dire que les raids, les redondances, c'est-à-dire que vous mettez les serveurs sont en raid et tu peux switcher d'un serveur à l'autre. On peut dire ça comme ça. Et il y a différents types de cloud computing, public, hybrid et puis private. Public, c'est le cloud computing qu'on connaît. Public, Azure, c'est public, GCP, c'est public, AWS aussi, c'est public, il me semble. Et private, c'est ce que vous-même vous mettez en place dans votre société et que d'autres personnes n'ont pas accès. Le hybrid, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que le public cloud computing et le private cloud computing. Quelqu'un peut décider de faire, de mettre en place son système cloud computing au type hybrid dans la boîte, c'est-à-dire qu'ils utilisent un cloud spécifiquement dans leur société, privé à leur société, et vous ne pouvez accéder qu'à ça dans votre société. Et donc, c'est relié avec l'environnement cloud public qui pourra maintenant, quelqu'un pourrait être quelque part pour travailler à distance depuis le public et au private, mais avec des accès concrètement sécurisés. Pour terminer sur les ajouts, il y a différents types de services cloud. Les services IaaS, PaaS et puis SAS. Étant donné qu'on va faire un workshop complètement, c'est pas un workshop, mais genre un peu de bootcamp sur le cloud computing avec Azure, on va plus aller en profondeur sur ça. Si ceci vous paraît un peu nouveau, ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer avec quelques nouveaux termes et après, ça va aller très rapidement. Infrastructure et services, c'est ce cloud-là qui te permet
que tu manèges toi-même. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un est dans l'événement qui peut me donner un exemple tout simplement de IAS? Je crois que vos micros sont activés ou bien le chat est là. Un exemple genre de tous les jours ou... Oui, un exemple de tous les jours de IAS. Genre une application IA est basée sur le IAS. Bon, les fournisseurs cloud, on va dire, de OVH, est-ce qu'on peut les placer Oui, dans ce domaine-là? OVH, Ouais. oui, OVH et IAS. Maintenant, un exemple de SAS. SAS, Software as a service. service, ouais. IaaS, infrastructure as a service. Donc, on peut dire, pour SAS, on peut prendre l'exemple de Amazon. Le site Amazon, d'Amazon. c'est comme du bof. Amazon fait. Je n'ai pas de catégorie vraiment pour Amazon. Ils ont, Mais, Donc, ouais, ils ont je dirais que, salut tout le monde, je dirais Oui, que ceux qui utilisent Trello oui, oui, ou très bien bien. Yes. Asana, les outils de collaboration ou Mhm. même Notion, on peut dire que Notion, c'est des SAS. services. Euh, Mhm. mais même GitHub Codespace va un peu dans le SAS apparemment. Ouais, ils ont ajouté beaucoup de choses aussi dans GitHub là, donc même on peut collaborer sur GitHub, genre gérer les projets comme Trello sur GitHub. GitHub, je crois. Je vais vous envoyer l'article après de Amidou. Vous allez voir comment ça se fait. Super. Après, on va aller un peu plus en profondeur sur ça, mais souvenez-vous que on a trois types trois types de modèles de cloud computing, public, hybrid et private. Et ensuite, on a trois types de services de cloud. IaaS pour infrastructure as a service, PaaS pour platform as a service et SAS pour software as a service. Et maintenant, nous allons continuer avec Azure Static Web App que on va faire une démonstration avec. Du coup, je me fais déjà présenter. Donc, voilà. Azure Static Web App, c'est quoi? C'est juste un service de Microsoft qui vous permet de construire et déployer des applications web full stack sur Azure à partir d'un repository de code. Vous pouvez placer le repository sur GitHub ou bien sur bon, un service qui utilise Git ou bien sur Azure OPS. Ouais. Ensuite, les applications web statiques sont les applications qui sont principalement composées de fichiers HTML. Vous savez bien, c'est statique. Ça ne va pas nécessiter du traitement côté serveur. Donc, on a du HTML, du CSS, du JS qui sont directement Interprété par les navigateurs. interprétés par un navigateur, votre navigateur. Et donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de trucs là, de ressources côté serveur. Vous n'avez même pas besoin de ressources côté serveur. Maintenant, Azure Static Web App encore utilise des services de calcul sans serveur. C'est ça qu'on appelle serverless. On va voir un peu ça devant. Et des mises en cache de contenu pour offrir des performances élevées. Mise en cache, ça veut dire que quand vous allez sur google.com un jour et que vous tapez Microsoft Learn Student Ambassador, ou bien que vous tapez votre université, c'est-à-dire que, bon, École Polytechnique de Lomé. Quand je mets École Polytechnique de Lomé, le résultat que ça va me sortir, c'est peut-être la première fois que je viens dessus. Et du coup, ça va garder ce résultat-là sous forme de tag. On appelle ça en informatique pile dans votre navigateur. Quand vous fermez votre onglet là, demain, quand vous revenez encore, vous tapez EPL comme ça, vous n'allez pas, vous allez voir que le temps de recherche va être très réduit.
ça va vous ramener en fait ce que vous avez déjà recherché hier. Et si vous faites la remarque là, vous allez voir que quand vous allez sur un site web un jour et connecté bien sûr avec votre compte Google, dans 2 ou 3 mois, quand vous revenez encore et vous recherchez un truc comme ça, vous allez voir que il y a un petit descriptif en bas du lien que vous avez recherché qui vous dit que visitez à cette date, c'est-à-dire visitez le 2 juin 2023 ou bien le 2 janvier 2023. Donc, c'est ça qu'on appelle les mises en cache. On poursuit. Maintenant, quelques fonctionnalités de Azure Web Static App, là. L'hébergement web pour le contenu statique comme le HTML, CSS qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, et la prise en charge de API intégrées fournies par Azure Function. Azure Function est un service aussi qui est pour Microsoft qui vous permet d'intégrer des API directement. Et là, vous allez voir ça devant que vous pouvez utiliser des frameworks pour développer des choses et l'héberger sur Azure. Vous avez aussi l'intégration de Azure DevOps et GitHub dans le repo où les modifications, pour chaque modification, il y a des enclenchements qui sont donnés. On appelle ça des... quand vous utilisez généralement Git et vous êtes, comment je vais dire ça, vous êtes dans le... Vous vous intéressez un peu à ce qui est le continuous integration et continuous development. Vous allez voir que quand vous allez créer un CICD, vous allez le faire pour un GitHub ou bien Workflow Book, un truc comme ça. On va voir ça un peu après. Souvent, ceux qui développent en Flutter, quand ils veulent héberger leur application, bien déployer ça sur Firebase, ils configurent un peu du groupe. Azure vous fait ça automatiquement quand vous déployez votre site sur le web. On va voir ça très rapidement. Les contenus statiques sont distribués à l'échelle mondiale, c'est-à-dire tout de suite, quelqu'un aux USA ou bien au fin fond ou bien au nord du pôle Nord peut voir votre site que vous avez développé là en même temps. Certificat SSL gratuit, ce qu'on souffre pour avoir des fois là. Bon, il intègre ça. Je pense que c'est Let's Encrypt là. On va voir ça si c'est Let's Encrypt là qui est intégré. Et des domaines, vous pouvez ajouter des domaines personnalisés aussi à votre application ou bien à ce que vous venez de déployer. Et l'intégration des fournisseurs d'authentification comme Azure, Active Directory, GitHub et puis Twitter. Vous pouvez faire se connecter avec que nous utilisons généralement sur les sites. On nous demande de se connecter avec Google, Facebook, LinkedIn, Twitter ou bien autre chose. Souvent, quand on veut s'inscrire à quelque chose là, on a le formulaire habituel, nom, prénom, login, password, mais il y a en bas en même temps se connecter à qui est là. Donc, ça permet de faire ça aussi. Vous pouvez l'intégrer. Vous pouvez prendre en charge ceux qui sont les amoureux de CLI là, Command Line Interface. Vous pouvez aussi utiliser CLI pour déployer créer vos ressources cloud sans souci. Que pouvez-vous faire avec Azure Web Static App? En fait, ça publie directement votre site dans un environnement de production, compilant l'application à partir d'un dépôt, donc GitHub par exemple, et qui est prise en charge par un backend serverless, c'est-à-dire sans serveur. Vous n'avez pas de serveur à déployer, mais il prend ça et puis compile et il vous gère ça sans trop de protocole. Et vous pouvez créer des applications web modernes avec des infrastructures et bibliothèques comme JavaScript, des bibliothèques de JavaScript comme Angular, React, Vue ou Svelte. Vous connaissez Angular, vous connaissez React, il y a des boss qui développent dans ça. Je vois les Vue.js qui sont parmi nous. Donc, Svelte, c'est quoi? Svelte, c'est comme React. Attends, non, Svelte, c'est pas ça. C'est encore devant. Tout comme React, Vue ou Svelte, voilà. Svelte, c'est un framework, voilà. J'avais mis une note avant, donc après, j'ai ramené parce que ça ne pouvait pas s'afficher la note. Donc, Svelte, c'est comme React, c'est comme Vue,
c'est comme Angular. C'est un framework JavaScript offrant une approche productive pour faciliter la création d'interfaces front-end. Le principal avantage technique de Svelte est qu'il effectue la majeure partie de son travail lors de la compilation, ce qui traduit par un JavaScript performant et convivial pour le navigateur, avec des paquets de petite taille, de mini-files qu'on voit des fois. Donc, Svelte, c'est ça. Et vous pouvez aussi utiliser Azure Web Static pour utiliser Blazor pour déployer sur Azure Web Static. Et Blazor, c'est un framework web open source basé sur C#. C'est un framework développé par Microsoft également, basé sur la programmation C#. Et au lieu du commun JavaScript. Donc, Blazor est basé sur C# au lieu d'utiliser du JavaScript, tout ça. Donc, les fonctions Azure sont les morceaux de code. Et là, je vous fais la définition des fonctions Azure, qui sont les morceaux de code simples et autonomes qui sont déclenchés par des événements tels que la modification des données, les actions utilisateurs, des événements système ou des appels HTTP. Les fonctions Azure peuvent être écrites en plusieurs langages de programmation tels que C#, JS, Python, Java, PHP ou TypeScript. Avec Azure Function, les développeurs peuvent créer rapidement et facilement des applications évolutives sans avoir à gérer les ressources de calcul sous-jacentes. Ça dit que quand vous déployez, vous créez des applications et des API, vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour les serveurs, backend, tout ça. Donc, Azure Function vous gère ça facilement. Et vous pouvez aussi déployer des applications avec les frameworks de Nest.js, là, Nurse.js. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par les trucs de MERN Stack, là. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent Nest et Nust. Et vous pouvez exploiter API via Azure Function également. OK. Faudrait qu'il y ait un compte GitHub et puis un repo GitHub. Ensuite, on aura besoin de VS Code, Azure dans VS Code. Si vous n'avez pas VS Code, vous pouvez coder avec tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Azure, voilà, Washiu l'a déjà dit, ça c'est juste ça que j'ai retranscrit ici. Que vous pouvez aller sur le truc là, Azure for Students pour activer, mais on lutte pour le pays Togo pour apparaître dans le truc là. Mais c'est pas encore un problème. On a donc GitHub Education. Ceux qui sont étudiants parmi vous, vous pouvez aller sur GitHub Education et claim votre GitHub Developer Student Pack. Donc, vous aurez $100 de crédit à Azure sur 12 mois. On reviendra sur ça. Vous aurez aussi des cours, des abonnements de DataCamp pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas citer. On vous introduira ça dans les prochains événements. Je vous montre rapidement ce que c'est que Azure sur VS Code. Quand vous venez sur VS Code ici, comme ça, allez sur extension et puis tapez Azure. Azure. Vous voyez mon écran de VS Code? Oui, oui. D'accord. Oui. D'accord. Vous tapez Azure dans le côté extension là et vous l'installez. Je l'ai déjà installé. Donc, et vous l'installez. Bon, aujourd'hui, on ne va pas utiliser VS Code pour pouvoir faire ça. C'est un peu encombrant et quand tu sélectionnes les repos là, il ne réagit pas très vite parce qu'il est connecté avec ton Azure, tout ça là, et il fait des trucs là. On va aller directement sur Azure pour travailler. Donc, on crée un repo. J'ai déjà créé un repo. J'ai déjà créé un repo pour ça. Voilà le repo. Donc, le repo, c'est geoffrey.me que nous allons utiliser. Il n'y a qu'un fichier HTML qui est là-dedans avec un readme simple et une licence. OK. On va vérifier un truc. Action.
vous allez voir que ici, il n'y a pas de GitHub Hashing qui a été créé. Bon, je vous montre ça parce que après, quand on va connecter ce repository à Azure, on verra que il y aura des GitHub Hashing, des hooks de déclenchement, des procédurales, des workflows qui vont enclencher les processus de déploiement. Quand vous allez faire une modification, par exemple, ça va l'enclencher. Voilà. On va aller sur Azure, le portail Azure. Azure. Ok. Bon, voilà, la démo a commencé. Hein, la démo a commencé. S'il y a des gens qui ne sont pas encore là, invitez-les à nous rejoindre en même temps. Comme ça, ils verront la démo. Alors, s'il vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez enregistrer la démo? Oui, Oui, le tout- record, l'événement est en record. Donc, il n'y a Ok. pas de problème. D'accord, super, merci. Je vous en prie. Attends, c'est pas le bon lien. Non. Portal azure.com. Donc, je vais sur mon portal Azure. On se connecte pour pouvoir faire la démonstration. La connexion est tellement rapide aujourd'hui. Moi-même, je m'étonne. Voilà, donc c'est un compte Student Ambassador. Donc, on a des crédits, du coup, voilà. Quand vous venez ici, quand vous venez directement sur votre compte Azure, bon, ça promet que vous aurez des comptes Azure. Ne vous inquiétez pas. Quand vous venez sur votre compte Azure, vous pouvez venir directement sur le tableau de bord. Ou bien vous pouvez rester là où ça vous a ramené. Mais recherchez statique, voilà. Si c'est en anglais, recherchez Static Web App. Mais si c'est en français pour vous, vous cherchez tout simplement statique et vous verrez application web statique. Donc, sélectionnez application web statique et puis créer. Créer. Okay. Bon, ça tourne. OK. Voilà. Vous sélectionnez votre abonnement. Si c'est étudiant, bon, ça va mettre toujours un truc ici, normalement. Donc, vous sélectionnez votre ressource. Vous pouvez créer la ressource directement ou vous pouvez sélectionner une ressource antérieure que vous avez déjà créée. Les ressources, c'est juste des regroupements de trucs. C'est-à-dire que quand vous créez ressources pour virtual machine, c'est que vous pouvez choisir ça quand vous voulez créer des virtual machines. Quand vous créez une ressource pour autre chose, vous pouvez choisir ça. Ça c'est catégorique, quoi. Comme des tags, on peut dire. Maintenant, on donne un nom. My resume. Je ne suis pas trop inspiré. My resume website. Bon, je mets ça. Et puis, bon, je laisse ici par défaut. Et choisissez votre localisation. Bon, si vous êtes en Afrique, choisissez un lieu qui est proche de vous, une région proche de vous. Bon, West Europe, c'est pas trop ça, mais bon, on va choisir West Europe. Et vous pouvez utiliser Azure DevOps ou bien autre chose. Mais dans notre cas, on va utiliser GitHub. Voilà, là, ça m'a connecté déjà. Et si vous n'étiez pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Exemple, changer de compte. Pardon. Exemple, changer de compte vous permettra de changer un compte GitHub. Bon, j'ai que mon compte GitHub là. On va pas trop mal. Je suis connecté à ça. Geoffrey LGV, voilà. Geoffrey LGV, moi, ici. Donc, voilà. On va utiliser ça comme ça. Maintenant, on va choisir l'organisation. C'est moi, parce que je viens de choisir GitHub, parce que je veux déployer avec GitHub. Et puis, référentiel, c'est le repository. La traduction n'est pas bonne. Donc, pardonnez ça. On va choisir... c'est où même? Voilà. Ça, c'est
le truc là, et on choisit la branche à laquelle on veut que les déclenchements se font. Si vous avez plusieurs branches sur votre repository, vous choisissez la branche qui permet de faire la branche principale, c'est-à-dire la branche qui fait le déploiement ou bien les productions. Il y a des boîtes, quand ils créent des dépôts GitHub, il y a plusieurs branches. Dev, Stage et puis Master. Dev, c'est en développement. Le Stage, c'est le merging de ce que les branches Dev ont fait et ont poussé. C'est ça qui est le staging. Et le Master, c'est la branche qui permet de collecter tout ce qui a été fait sur le merge là, le stage plutôt, et l'envoyer en production. Il y a d'autres boîtes qui utilisent plusieurs échelons, c'est-à-dire dev, test, merge, merge premièrement, stage et puis master. Donc, ou bien prod même, il y a encore des donc voilà. Ici, important, il faut choisir votre type d'application, à savoir si c'est une application utilisant un framework comme Angular, Blazor, Nest, Nest, ou bien React, Svelte, Vue, ou bien c'est une application qui utilise que du HTML. HTML, c'est ce qui va nous représenter la partie simple, là, statique. Donc, on n'a pas, attendez, on vérifie. On n'a pas de slash quelque chose. On vient directement et puis on va sur index.html. Donc, on laisse ça sur la route principale slash. Donc, on laisse ça comme ça. En place, on n'a pas d'API non plus. Donc, on laisse ça comme ça. Sortie aussi, on n'a pas de prévu. Donc, il n'y a pas de problème. Et voici ce que je disais avant, que quand vous choisissez GitHub, tout ça, et que vous faites le truc de production, ça crée des workflows, des GitHub Actions. Les GitHub Actions, ce sont les boucles là que vous écrivez pour faire le déclenchement. On pull request, on commit, on push. Voilà, il y a plusieurs choses. Vous pouvez définir ce que vous voulez. Je ne suis pas expert dans les hooks, mais bon, il y a d'autres experts. Si vous voulez un peu aller plus loin avec les actions, GitHub Actions ou bien GitLab Actions. Donc, on peut voir l'aperçu de notre workflow, mais bon, on ne va pas voir ça. Quand on va aller sur le GitHub, on va voir ça. Et je vous rappelle que toujours ici, il y a un instant. Ça n'a qu'à venir avant que le Azure fasse quelque chose. Voilà, il n'y a pas encore de action. Donc, on peut retourner ici. C'est en train de créer. Voilà, c'est créé. Et là, on peut lancer créer. Il a créé les actions. On va sélectionner. Et ça fait initialisation du déploiement. OK. Si c'est déployé, on va voir ça très rapidement. Déploiement en cours. Ça veut dire que c'est en train d'exécuter les itérations. Et là, je vais actualiser pour revenir. Et puis, tada, voici les actions qui ont été déclenchées et c'est en progrès. On peut voir ça normalement. Voilà. Build and deploy. C'est l'action qui a été déclenchée. Ça peut s'afficher. Voici comment est-ce que... Ça, c'est la sortie. Hein. Ça, c'est la sortie. Mais vous pouvez voir ce qui a été écrit derrière. Ils utilisent le Virtual Machine Ubuntu, tout ça là. Et voici comment les actions se font jusqu'à la sortie et ça déploie. On va voir ça très vite. C'est toujours en build and deploy. Les actions qui ont été cochées là sont finies, sont exécutées. On dirait qu'on a un petit problème. C'est dans ça qu'on va quitter ici. Et
Deployment failed. Voilà, il n'y a pas que les bonnes choses qui se passent, hein. Il y a aussi les échecs. Et du coup, pourquoi forfait dans mon information? J'arrive. On va voir. Pourquoi ça échoue? Geoffrey, au niveau de l'interface Azure, tu avais renseigné un slash pour le répertoire de l'API, bien? Oui, attendez. Le truc dit que c'est déployé, hein, mais dans les actions, je n'ai pas renseigné de API. J'ai renseigné le route qui est slash parce que ça va directement sur le truc là. Et attendez, on va un peu voir ce qui se passe, hein. Ça dit que ça a déployé, sauf que les actions ont échoué. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit que ça a déployé, mais sauf que les actions ont échoué. Ah, à l'inverse, c'est que quand ça marche, le développeur ne revient jamais voir ce qui s'est passé, que c'est échoué. Bon, ça a déployé. En fait, l'erreur, c'est un warning. C'est un warning, c'est pas une erreur comme ça, c'est un warning. Could not detect Voilà. the language from report. La couleur. Normalement, ça va être en rouge. Si ça a échoué, ça va être en rouge. Mais attendez, le truc a échoué au niveau de build and deploy. Ça dit qu'il ne pouvait pas détecter le langage qui est utilisé sur le repository. Sauf que le langage, c'est du HTML complètement. Voilà, HTML. Et ça dit ça. Sauf que après aussi, vous voyez que l'action a été complétée jusqu'à c'est fini. Donc l'action est finie. Du coup, je pense que c'est un warning comme le dit, mais ça n'a pas trop d'incidents parce que ça dit juste qu'il n'a pas détecté le langage qui a été utilisé. Donc voici donc le website qui est en ligne et vous pouvez partager ce lien à tout le monde. Vraiment, on a un lien qui a été généré avec un certificat SSL. Je vais voir. Tu peux nous partager ton lien? Bien sûr, dans le groupe, c'est ça? Dans le chat directement. Dans le chat. C'est où le chat? Voilà. C'est envoyé, je pense. C'est envoyé. Merci. Voilà, donc c'est ça le lien pour. Donc, si vous voulez accéder au website, voici le lien. Et il y a Jolly Poster avec des trucs générés et .azurestaticapps.net. Donc, il y a toujours un nom de domaine et un sous-nom de domaine. Donc, sous-nom de domaine, c'est ça qui vous représente. Et ça, c'est pour le service Azure Web Static App. Donc, on va un peu enjoliver ça. Je disais que voilà, vous avez votre site en ligne. On va personnaliser le domaine. C'est-à-dire qu'on va personnaliser le domaine et pour pouvoir utiliser un bon nom de domaine. C'est-à-dire que quand tu as un nom de domaine, tu ne vas pas laisser que les gens utilisent toujours ça. Ça va être un peu pénible pour quelqu'un qui veut aller voir ton portfolio. À moins que tu l'inclues directement sur un de tes réseaux sociaux, tout ça. On va voir le truc là. Ceux qui ont Azure for Student, je dis Azure for Student, GitHub for Student auront normalement un nom de domaine si ils l'ont activé. Je pense que c'est dans le pack également. Je vais sur nemty.com pour pouvoir, je vais me connecter pour aller voir mon nom de domaine qui est là. Ok. Ok.
Oh, Mail de vérification. ok. Alors, où est-ce que le code là est quand c'est un peu stressant. Ah, il a dit quoi là? Verification code. Attends, tu peux pas ouvrir Gmail en même temps. Tu es obligé d'aller sur Telegram. Ou bien, Oui, je n'ai pas Gmail sur. Je n'ai pas Gmail sur ce truc là. Le code est bizarre. Hein. Comment est-ce qu'il peut mettre des codes des 7 heures, quelque chose comme ça? Moi, je ne voyais pas. c'est l'objectif, non? Ok. Voilà. Le dashboard, voici mon nom de domaine qui est là, geoffreylogovi.me, geoffreylogovi.me. Je vais, quand vous avez un nom de domaine comme ça, il faut configurer le DNS pour que ça puisse être lié à Azure. Un Oui, petit ça. truc, quand vous venez sur le nom de domaine, vérifiez que le DNS de nametype est sur Basic DNS. Donc, vous laissez sur Basic DNS et vous allez sur Advanced DNS pour pouvoir modifier les links. Les Ici, enregistrements. oui, sur Azure, on revient sur Azure et on va voir domaine personnalisé. Si vous avez en anglais, vous allez voir Custom Domain. Et puis, on va ajouter un domaine. On n'a pas de domaine à Azure DNS, mais on a un autre domaine qui vient. Ça peut être sur Cloudflare, ça peut être sur GoDaddy, ça peut être sur OVH, ça peut être sur d'autres choses comme DigitalOcean. Là, on utilise Nametype ou bien si vous avez name.com aussi, vous pouvez l'utiliser. On va juste mettre 3W, mon nom de domaine qu'on vient de voir là. Et puis, on fait suivant. Bon, CNAME, on copie ça et on va modifier la partie CNAME avec autre 3W et on copie notre lien. Vous allez voir la partie host records et du coup, vous allez ajouter un CNAME. CNAME, le host c'est 3W et la valeur c'est ça. La valeur, c'est ça, notre lien de Azure. Vous laissez le TTL, Time to Live, à automatique comme ça est par défaut. Là, on a ça, et puis on revient sur Azure pour faire ajouter. Ça prend un peu de temps pour valider ça. Donc, on a dit Azure encore. Si c'est fini. Si name record is invalid, please enter si name record has been created. Attends. Si name joli code. C'est qu'on n'a pas de sous-domaine dans Azure là. Il n'y a pas de sous-domaine. Le sous-domaine, c'est ça. C'est tout simplement ça. Non, je voulais dire le host. Il n'y a pas de www là. Le host, comment? C'est-à-dire le www que tu as ajouté là. Si, c'est ça. Tu crées un CNAME comme ça. Et tu mets au niveau de l'autre, tu mets 3W. Ensuite, la valeur, tu mets cette valeur. Bon, si ça ne marche pas, on va pas trop s'alarmer. C'est ça normalement. 3W, le CNAME. CNAME record. CNAME record. Ça, 3W. Et puis ça. Ok. Il y a un problème. J'ai un point à la fin. Désolé. Oh. Attends, c'est toujours un point normalement parce que
Non. Il ne doit pas y avoir de points. Il ne doit pas y avoir de points. J'arrive 1 minute. S'il n'est pas un de 3. Ensuite, je mets ça. Ok. J'ai comme l'impression qu'il y a toujours... C'est eux-mêmes qui ajoutent ça. C'est eux-mêmes qui ajoutent ça. Oui, j'ai remarqué ça. Bon. Pendant que le truc marche, je vais ajouter certains points déjà. Geoffrey avait présenté c'est quoi MLSA. Donc, je vais juste ajouter certains trucs pour dire que MLSA, il a dit que c'est comme ça, vous devez être étudiant. Donc, je vais juste ajouter que ce n'est pas forcément être étudiant en informatique, hein. Donc, il faut juste être passionné de la technologie. Donc, tu peux être étudiant en médecine, en droit, en anglais, tout ce que tu veux. Et être passionné par l'informatique. Donc, MLSA t'ouvre grandement les portes. Donc, inscris-toi, passe les étapes et puis sois sélectionné. Et puis, tu nous rejoins et puis on fait les activités. Tu apprends. On be a force, a good, a force for a good. Donc, c'était ce que j'avais ajouté. Juste après ça, je vais envoyer le formulaire de feedback. Donc, l'objectif du feedback, premièrement, c'est pour nous améliorer, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et ensuite, on doit reporter l'événement au niveau de Microsoft. Donc, on va les dire qu'au Togo, bien, en Afrique francophone, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui veulent apprendre. Donc, ils vont nous offrir plus d'outils pour qu'on puisse continuer toujours à partager avec nos frères. Et ils vont aussi ouvrir plus de portes pour les gens qui vont s'inscrire pour devenir MLSA parce qu'ils verront qu'il y a un peu de dynamisme. Et il y a les gens aussi qui veulent apprendre. Maintenant, le troisième point, c'est pour faire un suivi après pour les événements qui viendront. OK, merci beaucoup. Donc, pour les liens d'inscription, je vous enverrai ça par mail, toutes les ressources. Donc, vous verrez tout. Donc, j'envoie le lien de feedback. Juste après ça, on fait les quiz. C'est bon? OK, c'est bon, Charlie. Tu peux continuer. C'est bon? OK, c'est bon. Bachir, c'est bon? Geoffrey, c'est bon, merci. Tu peux continuer. Ok. Maintenant, si vous allez directement sur geoffreylogovi.me, vous allez voir le site toujours en ligne. Mais il est vrai que quand vous allez voir, vous allez toujours sur ça, vous allez toujours voir le site normalement. Normalement, quand vous allez sur ça, vous allez toujours voir le site. Voilà. Ce lien fonctionne. Ce lien geoffreylogovi.me aussi fonctionne. Et on va ajouter, on va faire de sorte que quand on vient ici, ça va directement sur geoffreylogovi.me. C'est-à-dire que ce lien ne va plus être, ça va être redirigé de toute façon. Redirection. Toujours ici, on ajoute. Et puis cette fois-ci, on met tout simplement notre domaine 103W. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être obligé de mettre 3W à chaque fois. Voilà, je vais faire une démonstration ici, là, vite fait. Voilà, www.geoffreylogovi.me. Et quand on va mettre ça en place, ça va faire de sorte que quand vous allez sur les sites, vous n'allez plus voir 3W à côté. C'est généralement ce qui était en place, ce qui était mis en place avant que le web ne change en 2001 là. Quand tu vas sur, bon, c'est pas 2001, mais ça s'est fait progressivement. Même en 2000, 2005, l'année de nos papas là, ils voyaient toujours 3W à côté.
Donc, avec Google, si tu ne mettais pas 3W, tu ne vas pas voir google.com. Mais maintenant, quand tu mets 3w.google.com, tu vas voir que ça va te rediriger vers google.com normalement, tout simplement, sans les 3W là. Bon, là, parfait. On est sur Firefox, c'est pour ça. Firefox est toujours un truc plus particulier. Et suivant. Ok, TXT. Ok, on met TXT. Ça, on génère un code ici. Normalement, on génère un code. On va faire très vite pour pouvoir partir. Ça prend du temps, ça prend du temps. Pendant ce temps, je vais télécharger le dépôt en question parce que j'ai fait quelques modifications. Je vais committer. Je vais ajouter mon lien tuteur. Oui, ok. Mon lien tuteur. Voilà. Je fais commit. J'ai aussi fait une modification au niveau de la description ici. Bon, ceux qui peuvent voir, peuvent voir. And edit bio, je commit. Ça, je copie ça, je viens sur name et j'ajoute un TXT record, ce que je viens de mettre là. Et au niveau du host, ça mis arrobas, donc je mets arrobas et la valeur, je mets la valeur ici. Je laisse toujours automatique, je check et je dis OK. Ensuite, pour pouvoir éviter le lien directement là, impossible d'ajouter le domaine personnel, ce n'est pas valide. Il fait encore ça. Il fait encore ça. TXT record arrobas, j'ai mal copié ou quoi? Parce que ici, il a fait ou pas? Il n'a pas fait. Validation en cours. Bon. C'est toujours ça. C'est toujours la connexion. C'est la connexion. Si vous avez des questions, je serai ravi que vous les posiez en même temps et je réponds en même temps qu'on finisse la partie. Bon, en gros, on vient de déployer notre site web statique qui est disponible en ligne et on vient de modifier le domaine name et on vient de personnaliser le domaine name. Donc, du coup, je dirais qu'on a fait 90% de cette démonstration et 1% qu'on va faire, c'est ce commit-là que je viens de faire. En attendant que ce truc se valide, je disais, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps. Voici, est-ce qu'il y a des mains? Pour le moment, il n'y a pas encore de main. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser en attendant que le lien du quiz ne vienne. Donc, vous pouvez déjà poser les questions. OK. Bon, je vais faire git push et vous allez En voir fait, qu'il y aura des modifications. J'ai ajouté un lien Twitter ici et j'ai aussi modifié les bios qui sont ici. Si vous voyez bien, lorsqu'on va pusher ça, vous allez voir un petit changement. Donc, le changement majeur, c'est ici. Il y aura un autre lien qui sera ajouté.
Quand on fait push, vous allez voir qu'il y aura des changements. Si on vient ici, vous voyez le dossier .github qui a été créé et le dossier workflow qui a été créé. Vous allez voir qu'il y a ça, qui est comment on appelle, le hook ou bien le déclencheur CICD. Et ça, c'est nommé Azure Static Web App CICD. Donc ça, on dit sur les branches master, quand il y a une modification, il n'a qu'à faire une action. Les jobs, ce sont les étapes du workflow qui sont là. On ne va pas diver dedans. Hein. Quand il y a pull request, il n'a qu'à faire quelque chose. Quand il y a, c'est où notre push. Quand il y a push, on push. On push, il n'a qu'à travailler et puis balancer tout. Bon, c'est des trucs que je ne maîtrise pas tout. Donc, je pense, je fais push et il doit avoir une action qui se réalise. Il y a 1 minute, c'est ça? Geoffrey, c'est comme je ne vois plus ton écran. C'est toujours partagé. Je crois que c'est chez moi. Voilà, on push, il y a des actions qui se... Moi non plus, je vois plus l'écran. Hein. Okay. Ah bon? Si tu Faut peux arrêter partager sur ça. le partage, s'il te plaît. Désolé pour ça. On dirait que ça c'est... Là, c'est bon? Ok, Voici ça, l'action qu'on vient de faire. c'est On bon. push. On push, on a vu les modifications et ça a buildé ça et ça l'a encore envoyé en ligne. Et on va rafraîchir cette page-là pour voir les changements. Voilà. Vous avez vu la taille de ma biographie qui a augmenté. Vous avez vu que tuteur a été ajouté. Donc, à chaque fois que vous faites des modifications sur votre dépôt, genre en local et vous pushez en même temps, l'action fait de sorte que ça l'envoie en ligne et vous n'avez plus à vous inquiéter de allez, je vais faire le déploiement, allez, c'est le temps de tant. Non, vous n'avez plus besoin de faire cette tracasserie-là. Oh, ce truc-là ne fait pas, ça ne fait pas. Je dirais que c'est bon. L'essentiel est que le truc-là est en ligne et donc on n'a pas de problème. C'est en ligne sur le lien là avec un domaine name personnalisé. Je pense que c'est bon. Voici, je crois que je vais m'arrêter là. On vient de finir la présentation. Ok, Et merci beaucoup, je vous Geoffrey. dis un grand Merci beaucoup pour merci cette démonstration. d'avoir suivi la présentation. Merci Et pour cette si vous avez des démonstration. questions, je pense que vous pouvez les poser. Hein. Ok, merci. On peut constater qu'Azure est flexible, scalable et puis il y a des fonctionnalités d'intégration continue, comme tu viens de le démontrer, en modifiant ton site après déploiement. Oui. Et c'était OK. Donc, merci. OK. Quelqu'un demande si vous pouvez avoir le PDF le PDF 6, page 6 que je ferai. OK. Mon PDF, vous OK. dites. OK. La page 6. OK. Après. Donc, on va vous Sur la page encourager. 6, il n'y a rien de sérieux. Hein. Sur la page 6, Mais il tu n'y as a rien. rien de sérieux. Mais le PDF sera disponible. Le PDF sera disponible. Je vais vous OK. montrer si vous ne me croyez pas. OK. Sur la page 6, il n'y a rien de... Tu envoies tout. Tu peux envoyer directement dans le chat si possible. OK. Là, la salle du G, elle est déjà prête. Elle attend les participants. Donc, je vais balancer le lien. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien et puis me rejoindre dans l'autre côté. Donc, de grâce, entrez vos noms. Parce que j'utilisais le nom là pour vous reconnaître après, pour pouvoir vous contacter pour la suite. Donc, je des noms que je pourrais reconnaître facilement. Merci beaucoup.
Alors, le lien, vous voyez, vous cliquez juste sur le lien. Donc, je partage rapidement la salle du jeu. En attendant que vous ne veniez. OK, vous cliquez. Vous J'ai n'avez pas de Charles ici, questions? j'ai Fabrice. 2 personnes. Donc, cliquez juste sur le lien. 3 personnes. Cool. Laetitia Gaba. Cool. Est-ce que moi aussi je peux participer? Allez. Au gain là, tu es éliminé. OK, vous participez, vous rentrez. OK, j'ai 4 personnes. Les gars, continuez d'intégrer. Donc, je crois à 38 ou bien à 39, on continue. Donc, on donne 2 minutes aux autres de rejoindre rapidement. Il y a quelqu'un qui est en train de postuler à MLSA. Je suis ravi. Cette partie sur laquelle tu es là, c'est la partie la plus cruciale de candidature, c'est-à-dire la partie où tu choisis un thème pour faire une vidéo et les deux autres là, deux autres questions, tu rédiges un essai. Donc là-bas, quand tu as choisi connexion, ça veut dire que tu as choisi, en anglais, on parle de connect, tu connectes.